Des créateurs d'ici et d'ailleurs, écrivains, musiciens, cinéastes et plus encore, nous partagent leurs œuvres dans un esprit d'échange interculturel et de convivialité. Nous naviguerons à travers les imaginaires, au-delà des frontières et des différences. Bienvenue au podcast Des idées et des ailes. Mon nom est Mourad Benzidane, votre animateur du podcast Des idées et des ailes pour échanger sur des sujets culturels d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous vous invitons au troisième et dernier épisode consacré à l'écrivain Salah Belabed. Notre invitée est la professeure Lina Benjelloul qui nous présente une critique littéraire du roman Notes d'une musique ancienne de l'auteur. Bonjour Madame Benjelloul, vous nous parlez d'Algérie, plus exactement des Sétifs. Je vous remercie donc pour votre participation à ce podcast Des idées et des ailes autour de la littérature de Salah Belabed. Nous sommes très contents de vous accueillir dans cet espace. Merci à vous. Bienvenue. Avant de commencer cette entrevue, permettez-moi donc de vous présenter à nos auditrices et auditeurs. Bien sûr, aujourd'hui, les médiums numériques réussissent des miracles, donc et tant mieux. Donc voilà, je commence ma petite présentation. Vous êtes diplômé de l'Université de Constantine, titulaire d'un doctorat en littérature française et francophone. Votre thèse a eu pour intitulé Lecture croisée sur la littérature algérienne d'ailleurs. Vous êtes actuellement enseignante-chercheur à l'École normale supérieure de Sétif et fait partie du laboratoire ADDLC. Et j'avoue que l'acronyme vous allez peut-être nous l'expliciter par la suite, de l'Université de Sétif 2. Vos recherches portent sur la thématique de l'exil, de l'immigration, de l'identité et de leur transposition dans le discours littéraire. À votre actif... Oui, vous voulez dire quelque chose ? Non, je vous laisse terminer. Parfait, très bien. Et un article intitulé « Quand l'auteur se livre du vécu à la création littéraire » sur le livre de Salah Belabed, dont le titre est « Notes d'une musique ancienne », publié dans la revue des sciences humaines de l'Université de Constantine. Également, un autre article, L'écriture de l'exil, entre crise identitaire et polyphonie dans la revue Méditation littéraire. Cette fois-ci, c'est plutôt la faculté des lettres de Oujda au Maroc. Également, très bien. Également, je cite votre participation dans un ouvrage collectif intitulé Identité, altérité et pensée métisse en littérature, réalité, illusion, horizon, publié donc à la faculté des lettres, des langues et des arts de l'université de Saïda en Algérie. Donc, donc un riche parcours, Madame Benjelloul. Donc, est-ce que vous pourriez ajouter des éléments par rapport à cette brève bio que j'ai essayé d'avancer ? Eh bien, déjà, bonjour monsieur, bonjour aux auditeurs et aux auditrices. Merci de m'avoir donné l'opportunité de faire connaître un auteur qui, malheureusement, à mon sens, n'est pas vraiment très connu, ni n'est très valu dans le paysage universitaire et même abordé dans le monde culturel. Hein. Quand j'ai débuté ma carrière, moi-même, je ne le connaissais pas. Je reviendrai sur ce point bien après. Donc, c'est vraiment un honneur et un privilège aujourd'hui d'avoir l'occasion d'enfin dire qui est Salah Belabed et de parler de son parcours, de la personne qu'il était et ainsi que de ses œuvres, bien sûr. Je crois que vous avez tout dit
de mon parcours. Bon, je pas aussi riche que ça, puisque je débute dans la recherche universitaire, donc c'est une modeste réflexion, une participation très simple de l'interprétation que je fais du texte de Saleh Belabed. Et je tiens à préciser pardon, que, outre son texte Note d'une musique ancienne, j'ai travaillé sur un deuxième texte intitulé Le dernier refuge dans ma thèse de doctorat. Et voilà, ce qui m'a permis d'apprécier encore plus la plume et la personnalité de cet auteur. Donc, je vous remercie encore une fois et j'espère que pouvoir éclairer les auditeurs, les auditrices aussi, et vous, par la même occasion, sur cet auteur méconnu malheureusement. Parfait. Au fait, pour nos auditrices et auditeurs, j'aimerais énumérer donc les titres de Salah Belabed parus depuis 2006 aux éditions de la Pleine Lune à Montréal. Donc, La valise grise, de quelques défauts qui font les humains, Ô combien de marins, ô combien de capitaines. Et également, Le dernier refuge, ça a été son dernier titre. Parmi ces auteurs, il y a Note d'une musique ancienne, sur lequel donc, vous avez consacré les 2 articles parus dans les publications que j'ai citées tout à l'heure. Et un petit peu, donc, c'est sur ce titre-là, essentiellement, qu'on va essayer de parler dans cette entrevue. Mais déjà, est-ce que vous pourriez nous toucher donc un mot sur le profil de cet auteur qui a vécu en Algérie avant, puisque vous l'avez connu, dans quelles circonstances? Oui. Est-ce que vous pourriez donc élaborer là-dessus? M'a conseillé justement de travailler dessus. Bon, je ne vous cache pas que j'ai été sceptique, ne connaissant pas moi-même Saleh Belabed, n'ayant jamais entendu parler de lui. Et donc, j'ai eu un peu des doutes quant au travail que j'allais élaborer. Je l'ai connu, je l'ai rencontré donc, dans ces circonstances, en vue de la préparation de mon mémoire de master. On s'est rencontrés à Constantine, à Al-Kharoub, chez sa sœur, qui nous a gentiment accueillis. Et c'est quelqu'un de très simple, déjà. Ce qui m'a touchée chez Saleh Belabed, c'est sa simplicité et son authenticité. Il ne fait pas partie de ces auteurs qui sont un peu méfiants à l'égard des chercheurs, à l'égard des universitaires, parfois à l'égard des journalistes, même ou des critiques. Non, il a été très avenant, très aimable, m'a écouté. Il a écouté mes questions et il a répondu aussi spontanément que possible. Donc, déjà, de ce point de vue, c'est quelqu'un de très simple. Voilà, c'est ce qui m'a touché le plus. Ensuite, si on va du côté de sa production littéraire, notamment dans Note d'une musique ancienne, puisque comme vous l'avez souligné, c'est le texte sur lequel je me suis le plus penchée. Et donc, il m'a été un peu éclairci, j'ai envie de dire, par Saleh Belabed, et j'ai découvert à travers cette rencontre que ce texte-là, c'était Saleh Belabed. Ce qui revient à dire ou bien à parler d'identité générique du texte, c'est-à-dire le type de texte. Donc, après avoir lu le texte, j'ai rencontré le personnage et j'ai vite fait le lien. J'ai compris beaucoup de choses. Donc, c'est quelqu'un qui a été perturbé et bouleversé par l'histoire de son pays, qui a très mal vécu son expatriation, son exil, et qui s'est vraiment construit, même en étant émigré, avec une situation stable, qui s'est vraiment construit dans une espèce de déchirement. Et dans une espèce de frustration d'avoir quitté son pays, de subir un peu cette migration qu'il n'a pas vraiment choisie.
Donc c'est un peu, c'est une écriture du déchirement et c'est quelqu'un, c'est un individu qui incarne vraiment le déchirement avec la terre natale. Je reviendrai sur ce point-là de son caractère et de son écriture bien après ou bien tout au long de l'entretien. Voilà, j'espère Très avoir bien. Oui, répondu à votre question. merci beaucoup pour cette prouesse une rencontre en présentiel avec Salah Belabed, une chance que vous l'ayez rencontré. Juste me confirmer, c'était en quelle année? C'était l'année 2012. En Voilà, 2012. Donc, c'était en 2012. Oui, ok. Donc, il avait achevé, au fait, la publication de ces 5 titres au niveau des éditions de la exactement. Pleine Lune. Justement, puisque vous touchez le style littéraire, justement, dans votre article publié dans la revue Sciences Humaines, euh, vous définissez son style littéraire d'autofictionnel. Pouvez-vous développer pour les auditrices et auditeurs? Donc Salah Belabed, dans ce texte, donc note d'une musique ancienne déjà, il y a une espèce de narration au jeu. Donc moi, c'est ce qui m'a interpellée en tant qu'analyste, hein, entre guillemets, c'est ce qui m'a interpellée, le jeu. Est-ce que le jeu renvoie un personnage fictif ou est-ce qu'il renvoie à Salah Belabed lui-même? Très bien. Et en lisant son texte, euh, c'est-à-dire les événements qui ont marqué le texte, je les ai mis de côté. Donc je me suis dit, on va les mettre de côté, comme ça on va vérifier, disons, la véracité des événements et du vécu du personnage. Et je vais essayer de les faire rapprocher avec le vécu de l'auteur. Bon, avant de rencontrer Zalah Belabed, c'était assez difficile, je ne vous le cache pas, puisque je n'avais aucune documentation dessus et même sur les sites électroniques des maisons d'édition, etc., il n'y avait pas plus d'éléments informatifs que ça. Donc j'ai vraiment eu du mal c'est-à-dire pouvoir délimiter le vrai du faux. C'est-à-dire, est-ce que les événements qui sont relatés ont réellement été vécus par l'auteur, ou bien est-ce que Salah Belabed s'est imaginé un personnage comme ça, fictif, qui viendrait raconter son expérience. Et la rencontre justement avec Salah Belabed est venue vraiment à point, parce que c'est lui qui, à travers voilà, des questions-réponses, m'a révélé beaucoup de choses concernant le texte. Et je dis autofictionnel, style littéraire autofictionnel, puisque ça revient à dire que c'est une autofiction. Autofiction, pourquoi? Parce qu'il y a de la vérité, donc il y a du référentiel, il y a de la fiction aussi. Hein. Donc quand il dit, par exemple, dans son texte, lorsqu'il rapporte la mort de sa femme, ça c'est fictif. Donc il m'a confirmé par la suite et c'était drôle, on en avait rigolé, je me souviens. Il m'a dit j'ai tué ma femme. Dans le texte, il avait tué sa femme. Donc ça c'était une partie fictive. Hein. Le fait que sa fille ait voulu, à la fin du texte, revenir en Algérie. Ça aussi, c'était fictif. Donc, l'autofiction, pourquoi l'autofiction? Parce qu'il y a juste un mélange, il y a un métissage entre le référentiel et le fictionnel. Vous voyez? Donc, je ne peux pas dire que c'est une autobiographie. À travers l'analyse finale à laquelle je suis arrivée, je me suis dit, voilà, il y a un mélange entre les deux. Et lui-même me l'a confirmé. Si je ne l'avais pas rencontré, ça aurait été très difficile pour moi c'est-à-dire de déchiffrer ce qui est vrai et ce qui est imaginé. Mais l'autofiction, je crois hein, que c'est une stratégie, c'est plutôt un choix d'identité générique du texte, beaucoup plus, pour laisser libre cours à l'inconscient. Je crois que lorsque, par exemple, Salah Belabed a voulu donner ce choix à sa fille de repartir vers l'Algérie, je crois que c'est lui-même inconsciemment qui aurait voulu revenir en Algérie. Je crois que la mort de sa femme
peut être prêté aussi comme une rupture avec l'Algérie, donc la terre natale. Tous ces éléments-là font que le style littéraire, il est, ou plutôt l'identité générique du texte, c'est-à-dire le genre du texte, il est autofictionnel, beaucoup plus autobiographique. Et cela m'a été confirmé par lui. Voilà. Ok, très bien. Justement, moi, j'avoue que moi-même, en découvrant donc l'auteur, j'avais commencé par la lecture de La valise grise et j'avoue été séduit au fil de la lecture des 13 nouvelles et dans le contenu. Je finissais par me dire que il est en train d'avancer des événements, des épisodes de sa vie personnelle, en connaissant par bribes un peu le parcours de l'auteur, et j'avoue, été bluffé. Par la suite, dans Note d'une musique ancienne, là, c'est vraiment, comment dirais-je, il consacre tout un titre à son parcours d'exilé. Toujours dans vos écrits, vous faites référence aussi qu'à travers le monde, ce genre est qualifié d'écriture intimiste ou écriture de soi ou du moi. Vous faites référence à des spécialistes tels Philippe Gasparini, qui travaillent sur la forme. En fait, il qualifie ce genre littéraire de forme autobiographique postmoderne. Également Serge Dubrovsky, qui parle de l'écrivain et du personnage narrateur de son histoire fictive, auquel il ajoute l'analyse, comme le fait d'ailleurs Salah Ben Abed dans Note d'une musique ancienne, où il développe, comment dirais-je, il évoque l'histoire des ancêtres, et il essaie d'engager un dialogue avec eux. Voilà, je vous laisse le micro. Alors oui, pour les écritures intimistes, oui. Alors, elles regroupent, là je vais vous parler, c'est-à-dire en termes de théorie littéraire, ou plutôt en termes techniques. Les écritures intimistes ou les écritures du moi ou du soi regroupent en fait cette partie qui mène à l'autobiographie, qui mène à l'autofiction, qui mène au roman autobiographique ou à l'autobiographie fictive. Donc ça a tendance à nous mener vers deux pistes de recherche. Alors c'est soit on est dans le vécu pur et authentique de l'auteur, soit d'un autre côté on est un peu malmené par une histoire fictionnalisée, disons. Et l'autobiographie, les écritures autobiographiques ou autofictionnelles, à mon sens, c'est ce qui comment dire, c'est ce qui nous ouvre le plus la porte pour découvrir justement l'auteur. Parce que quand on lit une fiction pure, bon, c'est toujours plaisant, c'est toujours intéressant à analyser, bien sûr, à interpréter, mais quand on lit une autobiographie, et encore plus quand on lit une autofiction, on est vraiment perturbé en tant que lecteur, et c'est ce qui c'est-à-dire c'est ce qui nous pousse à rester attaché au texte. Et justement, c'est ce qui fait, je reviendrai là-dessus après, c'est ce qui fait l'humanité de l'écriture de Salah Ben Abed, c'est qu'il se dépouille, c'est qu'il vraiment, il se confesse à son lecteur à travers son personnage narrateur, qui a pour nom personne, avec un P majuscule. Donc, c'est vous dire à quel point la négation de soi-même quand on vit en terre d'exil est importante. Donc, il y a derrière toute une problématique identitaire, tout un écartèlement culturel et identitaire aussi. Et cela aussi, il faut le prendre en considération parce que c'est ce qui a forgé, je crois, la personnalité de Salah Ben Abed, et c'est ce qui s'est répercuté sur son ouvrage ou sur son texte. Et donc, je reviens pour la forme autobiographique. Donc, l'écriture intimiste, pourquoi elle est si parlante pour nous, c'est-à-dire chercheurs et même lecteurs, hein, de manière générale, c'est parce qu'elle donne à voir l'écrivain. Elle donne à voir le fond de l'écrivain, et elle permet aussi une analyse introspective
pour l'écrivain, que le lecteur découvrira aussi. C'est comme, vous savez, c'est comme une espèce de thérapie que l'auteur, à travers son personnage, se fait à lui-même. Voilà, c'est un déclenchement d'une thérapie à travers l'écriture. D'ailleurs, on dit souvent l'écriture, elle est cathartique parce que elle arrive à purifier les sentiments et elle arrive à purifier l'âme aussi de l'écrivain, surtout l'écrivain qui est vraiment bouleversé ou qui vit dans le déchirement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, écriture intimiste parce que on dépasse, c'est-à-dire l'auteur, on dépasse le statut de l'auteur pour découvrir la personne, pour découvrir le personnage. Et c'est d'autant plus intéressant chez Salah Blabet que son personnage narrateur est lui-même l'auteur. Vous voyez, donc c'est un peu une découverte ou bien une espèce de main tendue que Salah Blabet nous fait à travers son personnage narrateur. Et puis, l'introspection aussi permet de dresser un profil psychologique. Et c'est ce qui ressort d'une musique ancienne, c'est que tout au long du texte, on découvre un personnage qui va de déchéance en déchéance, qui va de déception en déception, jusqu'à la fin où il se retrouve vraiment face à lui-même, face à ses choix et face à ses décisions, surtout lorsque sa fille repart en Algérie et le laisse seul dans cette terre d'exil. Donc voilà, le style autobiographique et autofictionnel, c'est comme une porte ouverte sur l'individu, sur l'humain, et bien sûr par ricochet sur un auteur, quel qu'il soit. Pas que, voilà, ce n'est pas que Salah Blabet. Très bien, voilà. Merci beaucoup Madame Lina Benjelloul pour cette riche éclairage sur la qualité donc, de la littérature de Salah Blabet. Pour les auditeurs de Des idées et des ailes, si vous permettez, je vais lire un paragraphe de notes d'une musique ancienne. C'est pour justement faire découvrir l'auteur à nos auditrices et auditeurs, puis encourager donc la lecture de ces titres. Donc je vais me lancer si vous êtes d'accord. Donc je vais vous accorder un petit répit le temps que je finisse ce passage. Oui. Cela fait à peine quelques mois que je débutais cette négociation avec ma mémoire et le calepin est presque empli. Ce que je prenais pour une simple éphéméride prend décidément l'allure d'un ponce-bête de vieillard déliquescent qui voudrait laisser ses marques, se convaincre qu'il a vécu cette saga rassurante, ont meublé sa solitude. Mais si les ancêtres insistent pour revenir ainsi, autant leur faire plaisir. Ils me seront reconnaissants lorsque je les retrouverai. Une langue cordée de bras puissants comme l'éternité me relie encore à leur monde englouti. Pour eux, car ils vivent toujours dans ma conscience. Je suis le puisatier qu'ils dirigent dans le noir à la recherche de ma source dans le désert, où je me suis risqué à plonger ma vie. Depuis la margelle, ils me disent la pierre dure de la paroi et j'évite de m'y frotter. Ils m'avertissent du venin de cette bête qui semble inoffensive et je m'en éloigne. Ils me gardent à la lumière dans cette descente vers l'enfer qu'ils me feront éviter. Les connaissances dont ils m'abreuvent, tandis qu'ils me retiennent comme une araignée à son fil, ne se trouvent pas dans les livres. Elles sont écrites dans mon sang. Qui coupe ce lien errera toujours et sans but, tâtonnant dans l'ignorance et l'erreur. J'ignorais cela quand j'ai quitté leur terre. Désormais, je n'ai plus avec eux que le lien tenu de quelques semblables, alors je prends ce bus pour attendre au café mes amis qui viendront fêter, sans gâteau ni bougie, le 5e anniversaire d'un événement sans doute, sans importance, mon exil. Fin du passage. Voilà. Il y a passage très édifiant. Ouais, c'est très édifiant. Donc, ce paragraphe qui résume un peu le désir de cet auteur qui se retrouve exilé donc, à Montréal
et Oui. qui a quitté donc son pays, l'Algérie, dans des conditions de guerre, dans des conditions donc Exactement. d'insécurité, et qui arrive donc à Montréal à un âge quand même, il me semble, à l'âge de 44 ans, si je ne me trompe Oui, pas. oui. Et donc, il doit se refaire une vie. Et bien sûr, l'exil, ce n'est jamais une expérience facile à vivre. L'être traverse par différentes étapes. Et comme c'est quelqu'un qui avait déjà un très beau parcours en Algérie, euh, Oui. Mhm. donc là, il laisse libre cours à sa littérature. De toute façon, la question qui va suivre, au fait, vous soulignez dans la littéralité, excusez-moi, qui constitue tout le travail esthétique et formel qui se fait à l'intérieur d'un texte. Ici, l'impératif de l'esthétique, en quelque sorte, autorise l'écrivain à donner libre cours à sa créativité pour intégrer de la fiction dans son autobiographie. Donc, on a commencé par euh, un peu parler du style littéraire qui est autofictionnel et pourquoi, mais au final, cette façon donc de s'autoriser à mettre de la fiction dans son autobiographie, on Oui. fait un style esthétique qui est apprécié dans le milieu littéraire. Bien sûr. Exactement, oui. Alors, je voudrais revenir sur l'extrait que vous avez lu, Monsieur Benzidan. Mhm. Ce qui est poignant dans cet extrait, c'est que le personnage narrateur, donc personne, qui s'appelle personne, avec bien sûr un P majuscule, euh, euh, est piégé en fait. Il est piégé par les souvenirs qu'il garde de son pays, mais il est piégé aussi par ce retour de Manivelle. Et il le dit, je ne savais pas, je ne connaissais pas tout ça, je ne savais pas ce qui m'attendait lorsque j'ai décidé de quitter l'Algérie et de m'installer au Canada. Mhm. Et ce qui est encore plus touchant, c'est que de un, il évoque ses ancêtres, ses aïeux, Mhm. et il les évoque pardon, de manière très macabre. Hein. On a presque l'impression qu'il veut en finir avec son exil, tellement c'est éprouvant comme épreuve. Mhm. Euh, et qu'il veut le rejoindre. Donc, automatiquement, il souhaite mourir peut-être. Et ça, je trouve qu'arriver, c'est-à-dire humainement parlant, arriver au point de souhaiter rejoindre l'au-delà, c'est vraiment quelque chose de très significatif de l'état d'âme de la personne. Mhm. Euh, donc ça, ça m'a touché la première fois que j'ai lu ce passage. Et il y a d'autres passages qui ressemblent à cela. C'est un peu une écriture qu'on va. Moi, je dis c'est une écriture de la déchirure, mais c'est parfois une écriture du désespoir aussi et une écriture macabre. Donc, l'exil et l'identité, la perte d'identité plutôt, la thématique aussi de l'errance vont conduire ce personnage narrateur vraiment à se poser des questions, c'est-à-dire ai-je une légitimité d'exister finalement? Est-ce que lorsque j'ai quitté l'Algérie, les ancêtres, c'est un peu une malédiction qui le poursuit. Ses ancêtres ne sont-ils pas en train de le maudire de manière indirecte à travers cette mémoire qui le travaille, à travers tous ces souvenirs qui l'habitent? Et souvent dans les littératures de l'exil, parce que je suis un peu j'aime pas le mot spécialisé parce que personne n'a la science infuse, mais lorsque je me pose et je repense un peu à tous les discours exiliques, c'est-à-dire tous les discours qui sont écrits par les écrivains, qui sont produits par des penseurs qui se sont exilés ou qui ont connu la migration, on Mhm. arrive toujours à se poser la question et à se dire, est-ce que réellement il n'y a pas un retour de manivelle, ou plutôt un retour de boomerang, pardon, lorsqu'ils sont dans l'exil et qu'ils vivent mal leur exil, qu'ils n'arrivent pas à s'adapter.
Est-ce que ce n'est pas, ils ne ressentent pas ça de manière inconsciente, bien sûr, comme une espèce de malédiction de leur pays? Ça les rattrape toujours. Et cette thématique-là, ou plutôt cet élément de la thématique identitaire, revient souvent dans les textes traitant de l'exil. Donc ça, il faut juste le souligner. Et Salah Belabed, comme tant d'autres avant lui, l'a démontré de manière éclatante. Maintenant, pour ce qui est de la littérarité, alors pour nos chers auditeurs et auditrices, la littérarité, c'est un terme purement littéraire, hein. Donc c'est un terme technique, c'est un concept qui a été élaboré par le critique Roman Jakobson, et voilà, qui indique un travail formel et stylistique Ok. que chaque auteur doit de respecter. Donc si on écrit un texte littéraire, on se doit d'être dans la littérarité, on se doit de proposer quelque chose d'esthétiquement recevable, quelque chose de fictionnel, quelque chose qui va proposer un langage châtié, etc. Donc littérarité, ça s'oppose à scientificité. Donc tout ce qui fait un texte littéraire, voilà, tous les éléments qui font de lui ce qu'il est. Et bon, il faudrait, à mon avis, faire le lien plutôt avec l'aspect fictif ou fictionnel de l'écriture. Donc, quand il s'agit d'autobiographie ou d'autofiction, je crois, à mon avis, que l'écrivain doit avoir le libre arbitre de décider de la fictionnalisation ou pas de son texte. Mhm. C'est-à-dire que on fait de la littérarité. D'ailleurs, tous les écrivains, même s'ils sont de formation scientifique, je pense à Anwar Ben Malek, Mhm. qui est mathématicien Mhm. de formation, Mhm. qui est aussi natif de Constantine Mhm. et et qui a cette facilité de faire de la littérarité. Voilà. Très bien. Donc, je, je, je veux en venir à une idée précise, c'est que Mhm. il ne faut pas forcément être littéraire pour écrire et faire quelque chose de littéraire. Voilà, respecter cette littérarité, pardon. Mhm. Donc, je crois que c'est quelque chose de spontané. Quand on est amoureux des lettres, quand on est amoureux de la langue de Molière, je crois que ça se fait spontanément. On va pas se dire, voilà, il faut que j'écrive, il faut que je raconte ma vie, mais en même temps, il faut que j'intègre de la fiction, mais à côté, il y a un travail esthétique, donc je vais utiliser les figures de style, je vais plutôt opter pour un langage châtié, recherché, etc. Je Mhm. crois que ça se fait beaucoup plus vraiment dans la spontanéité et dans le besoin. Dans le besoin, beaucoup plus lorsqu'on choisit de se dire de manière authentique, c'est-à-dire lorsqu'on fait de l'autobiographie, ou lorsqu'on décide de tricher un peu avec le lecteur, de mentir Mhm. euh, avec le lecteur et de jouer sur ça et sur son interprétation à lui. Parce qu'au final, c'est le lecteur qui va un peu faire vivre le texte, qu'il soit autobiographique ou autofictionnel. Donc, je crois que l'impératif de l'esthétique, il n'est pas aussi impératif que ça se fait de manière très aléatoire, très fortuite, et encore plus lorsqu'on parle de soi, j'ai envie de vous dire, parce que c'est quelque chose qui, ça demande du courage, oui, mais à côté, j'estime qu'on se connaît assez pour pouvoir se dire. Donc, pas vraiment d'impératif ou d'obligation, mais beaucoup plus de libre arbitre et voilà, un peu plus de spontanéité concernant ce point. Ouais. Oui, effectivement, en fait, quand on lit Salah Belabed, on saisit bien qu'il y a du génie chez ce monsieur. Exactement. Et que déjà, depuis son Algérie natale, c'était déjà une personnalité reconnue. Euh, je note qu'il était architecte de métier, à son Oui. actif Oui. plusieurs Oui. réalisations, et que c'est quelqu'un qui se voyait capable de faire la différence dans son pays d'origine, et les circonstances Exactement. de la guerre et de la situation sécuritaire en raison
de ce qui s'est passé Mhm. durant la décennie noire, il s'exile. Et en Oui. s'exilant, il arrive à Montréal et il essaye bien sûr de se faire une place. Mais il y a toujours quelque chose qui le travaillait dans son fort intérieur et que ça devait sortir. Justement, son éditrice Marie-Madeleine Raoul m'a permis de connaître les circonstances de sa rencontre avec Salah Belabed et comment elle lui a permis justement d'exprimer tout ce qu'il a eu à exprimer, à sortir ce génie sous la forme donc de ces 5 titres. Et c'est sûr que il a essayé de travailler cela selon Mhm. une certaine esthétique, selon une certaine forme. Il savait bien ce qu'il faisait. Si ces titres ont eu un tel succès à Montréal, Mhm. des critiques reconnues dans le journal Le Devoir et la presse ont été très élogieux envers ces Mhm. écrits, malgré leur rareté. Donc, ça ne fait que 5 titres. Exactement. Mhm. C'est-à-dire que si, Mhm. si ce monsieur avait la possibilité d'entamer une carrière littéraire beaucoup plus longue et beaucoup prolifique, il est clair que, ça va être beaucoup plus riche que ces 5 titres. Le temps Exactement. nous poursuit. J'enchaîne sur la question dans l'article que vous avez publié dans la revue Méditation littéraire, qui est une Revue marocaine. publication de la faculté des lettres de Oujda au Maroc. Vous écrivez que Exactement. l'écriture de l'exil entre crise identitaire et polyphonie, à travers donc c'est une écriture fragmentée qui correspond à l'individu exilé. L'aspect polyphonique de l'immigration, justement, apparaît dans toute sa complexité. Comment que s'est imposée cette polyphonie pour Salah Belabed dans son écriture? Alors, polyphonie, donc je reprends le terme pour expliquer aux auditeurs et auditrices. Alors, la polyphonie, c'est la pluralité de voix. Et personnellement, je la considère souvent comme l'équivalent dans les sciences psychologiques, comme étant un peu, c'est une schizophrénie, pardon, scripturale. C'est-à-dire, c'est là où le personnage narrateur va vraiment se livrer au lecteur et livrer aussi la structure, sa propre structure psychologique. Et donc, quand je dis polyphonie, ce sont les nombreuses voix qu'il entend en lui-même parce que le personnage narrateur donc s'est exilé avec sa fille, il a pris fonction dans une maison d'édition, je crois que c'était cela, où il était non, pas dans une maison d'édition, je crois que c'était un journal où il était reporter et à travers cette expérience, c'est-à-dire la monotonie de l'exil ou de la migration, il est arrivé à un moment où il se sentait tellement dans le désarroi, justement, qu'il n'arrivait pas à s'intégrer, il n'arrivait pas à s'adapter. Et cette inadaptation, en fait, elle se laisse lire de manière parfois très ludique. Hein, vous savez, c'est ce qui est vraiment intéressant. Tout à l'heure, j'ai dit, c'est une écriture de la déchirure, de l'errance. Mhm, Et ensuite, j'avais employé l'adjectif macabre. mhm. Parce qu'à un moment donné, il voulait en finir. Et maintenant, je suis en train, je vous parle et je suis en train de me remémorer cette espèce d'aspect ludique. Parfois, quand on arrive à un passage, on sourit en tant que lecteur parce que la situation du personnage, elle est dramatique, mais dramatique dans le sens où lui-même arrive à en rire, pardon. Mhm. Et donc, euh, l'inadaptation, elle se fait graduellement chez ce personnage narrateur. Donc, au début, il essaye tant bien que mal de faire un peu, de faire semblant, disons. Et je reviens sur ce faire semblant qui est une pratique spécifique aux personnages exilés Mhm. et que j'ai rencontré par exemple chez Cèdre Raïsset dans son texte Je fais comme fait dans la mer le nageur. Et Cèdre Raïsset aussi qui n'est pas
très connu. Et les personnages narrateurs, les personnages pardon, qui habitent son récit parlent souvent d'une espèce du faire semblant. Mhm. Voilà, donc on est obligé un peu au début de faire semblant pour s'intégrer, pour s'adapter. Mais on le voit chez Salah Ibn Abed au fil des pages et au fil des événements qu'il vit, il constate qu'il ne pourra pas le faire. Il ne pourra pas s'adapter à sa nouvelle vie et adopter aussi cette terre qui ne le rejette pas forcément, mais qu'il perçoit comme étrangère quand même. Mhm. Parce qu'il reste un peu, il se considère comme illégitime, d'où le nom personne. Donc, personne, ça veut dire la négation de soi, la perte de toute identité. Donc, la polyphonie, elle arrive à un moment du texte où vraiment le personnage narrateur, c'est-à-dire aura tout vu de l'exil et aura tout ressenti, aura vécu toutes les émotions que l'exil peut provoquer. Donc, il n'y a pas, pour le personnage narrateur, il n'y a pas d'exil heureux, mais il y a de la déchéance à la fin. Et cette polyphonie, comment elle est représentée ou comment elle est traduite dans le texte de Salih Belabed, elle est traduite par rapport aux différentes personnes qui vivent avec lui. Bien sûr, des personnes imaginaires, Mhm. de différentes voix qu'il entend. Mhm. Parfois, on a par exemple, je me souviens d'un extrait dans lequel le personnage narrateur était assis. En face de lui était assis un vieil homme, un Mhm. vieillard. C'était lui. C'était un Mhm. effet de miroir réfléchissant. Et le vieillard donc lui adressait un peu des remontrances, il lui faisait la morale. Donc dans une espèce de reproche, il lui disait voilà, tu as voulu quitter ton pays, et bien voilà ce que tu récoltes. Maintenant, il n'y a que toi. Et la bouteille, et il y avait sur la table, écrit à travers bien sûr le texte, une bouteille. Donc il buvait pour noyer son chagrin, pour noyer sa solitude, mais cette polyphonie, cette existence de voix et toutes les personnes qui l'entourent, c'est-à-dire le réconforte d'une certaine manière, mais le pousse aussi à une certaine schizophrénie. Donc la polyphonie, c'est juste pour dire que les nombreuses voix qu'il entend et les nombreuses personnes avec lesquelles il vit, Mhm. bien sûr qu'il imagine, hein, elles ne sont pas réelles, mais qu'il imagine, sont là pour lui rappeler tout simplement son échec. Très bien. Parfait. Donc, le temps nous est compté, comme on dit. Pour clore cet échange, avez-vous donc des informations à ajouter pour nos auditeurs et auditrices? Alors, des informations, je dirais que tout simplement, c'est-à-dire la perception que j'ai de Salah Belabed pour l'avoir rencontré et la perception que j'ai pour avoir lu ses textes et travaillé dessus me permettent de dire bon, qu'il a voulu tout simplement, hein, qu'il a voulu chanter son Algérie tout Mhm. simplement, qu'il a voulu chanter ses racines, qu'il a voulu célébrer ses origines et aussi célébrer l'humain, célébrer. Il était aussi humaniste hein, d'un certain point de vue. C'est un écrivain de la déchéance et de la déchirure, mais au fond de lui, il voulait là, je parle de l'auteur et par ricochet, le personnage narrateur. Mhm. Donc, il voulait un peu restituer à son Algérie son histoire qui a été spoliée. Et je trouve qu'il l'a bien fait lorsqu'il a repris la figure de l'émir Abdelkadr dans Le Dernier Refuge, Mhm. qui est pour moi un retour vers les sources. Voilà, un Mhm. retour vers les origines. Mhm. Tout ça pour, encore une fois, euh, se légitimer ou bien justifier un peu cet éloignement et aussi par besoin, parce que quand on est loin, on a besoin de retrouver la chaleur et le réconfort de ses racines et de l'image de son pays. D'ailleurs, quand on dit même le titre d'une musique ancienne, voilà, c'est-à-dire
fragments ou bien bribes d'histoire ou bien souvenirs d'une musique ancienne, donc ça a un rapport avec la patrie. Euh, Quand on est voilà, éloigné ou bien quand on est loin de son pays, on recherche désespérément ces repères que l'on a perdus. Donc, Salah Belabed incarne tout cela. Il incarne la bienveillance, il incarne l'amour de la patrie malgré son exil. Il incarne l'humanité, l'humain qui est en chacun de nous. On a tendance à l'oublier, mais en littérature, il s'agit de cela. Il s'agit d'aller à la rencontre de l'humain et à la rencontre de l'autre. Et ça, Abed l'a excellemment bien fait. Donc, voilà, tout ce que j'aurais à dire à nos chères auditrices et auditeurs, c'est d'aller à la rencontre de Salah Belabed, de son univers et de ses textes pour vraiment apprécier cet ensemble de valeurs euh, qu'il représente, tout simplement. Très Voilà. bien, très bien. Bah, sur ces belles paroles, nous terminons donc cette entrevue. Madame Lina Benjelloul de Sétif d'Algérie, je vous remercie énormément de vous prêter Merci donc à à vous. cet exercice donc de questions-réponses pour les auditeurs du podcast Des idées et des ailes ici à Montréal. J'espère Merci à vous. pouvoir avoir d'autres Merci, occasions Monsieur de Benjigel. collaboration. Oui, Eh bien, j'espère aussi. J'espère avoir éclairé certains éléments qui paraissaient ou paraissent flous. Et je vous remercie à vous pour cette initiative, pour l'occasion que vous m'avez aimablement offerte de parler d'un des noms de la littérature algérienne francophone qui est voilà mal connu, mais qui, j'espère, voilà, va être un peu plus médiatisé que ça. très Donc, je bien. vous remercie infiniment. Merci à vous.